Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, première vidéo de l'année et bien évidemment, on va parler des ETF Bitcoin. Donc ça y est, c'est acté, les ETF ont été approuvés, les ETF ont été listés dans la journée d'hier, donc une première journée de cotation haute en couleur. Écoutez, on va faire un peu le point. On va faire un peu le point sur tout ça. J'ai titré pourquoi le meilleur est à venir et vous verrez justement pourquoi est-ce qu'au final, sur du court terme, en réalité, c'est peut-être pas forcément l'événement le plus bullish, même si on peut toujours être surpris. Mais par contre, il y a réellement des choses à comprendre sur l'intérêt de ces ETF. Ils ne sont pas que, on va dire, pour ceux qui ne savent pas acheter du Bitcoin, il y a de réels intérêts derrière ces ETF-là. Et il faut tout de suite sortir des discours à 2 balles, des personnes qui nous disent ça sert à rien, c'est un produit qui sert à rien, le Bitcoin on peut juste l'acheter et le mettre sur son ledger et c'est la meilleure façon de faire. Bon, ça c'est vraiment une façon encore très limité de réfléchir. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et non, ce n'est pas aussi simple que ça dans la vie réelle. C'est sûr que pour un petit particulier qui a un petit portefeuille, oui, de gérer des fonds sur un ledger, c'est pas si compliqué que ça et oui, on peut le faire, mais il y a énormément de choses à prendre en compte quand on tient un discours comme ça. Et à mon avis, on tient un discours comme ça, c'est surtout par manque de connaissances. Voilà. Donc je pense que c'est important d'expliquer en quoi est-ce que les ETF vont être, de mon point de vue, vont en tout cas avoir un impact sur le marché, sur du moyen et sur du long terme, pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment. Je rappelle quand même que dans la finance traditionnelle, ça reste un monde vraiment de requins, sans pitié. Et donc, est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça de leur ouvrir comme ça un actif qui jusqu'à présent était plus ou moins préservé? On verra. On verra. Sur du moyen terme, peut-être qu'on sera bien content. Sur du long terme, on verra. Nul ne sait ce qui va se passer dans le futur. Bref, donc voilà un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. N'oubliez pas, avant que je commence la vidéo, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à mes lettres d'investissement, donc la prochaine sera envoyée d'ici à peu près une semaine et on fera justement le bilan sur l'année et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour profiter de l'année 2024. Donc vraiment, on fera un point complet et je vais également organiser en février, il n'y a pas encore de date de fixée, mais si vous voulez être informé de cette conférence, et bien également inscrivez-vous parce que je partagerai tout ça dans la prochaine lettre d'investissement. Donc juste vous vous inscrivez et vous recevrez également une invitation pour cette conférence. Ça ne m'arrive pas souvent de faire des conférences, mais là voilà, là je vais prendre un petit peu le temps, je prendrai environ 2 heures de temps pour partager mes connaissances et également échanger un petit peu directement avec vous, chose que je ne fais pas très souvent, mais encore une fois par manque de temps et aussi par choix, parce que je ne suis pas ce que je considère être un YouTuber, je ne vis pas de YouTube. YouTube, je fais des vidéos en fait quand j'ai le temps et c'est uniquement comme ça. Voilà, ce n'est pas une contrainte pour moi, loin de là. Donc c'est pour ça que quand on se fixe des limites, forcément on n'est pas hyper présent, mais je pense que c'est important de trouver un bon équilibre. Voilà. On attaque. Donc déjà, qu'est-ce qu'un ETF? Parce que c'est bien joli en fait de nous parler des ETF, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus démocratisé par rapport à il y a peut-être 10-15 ans où ça l'était quand même beaucoup moins. Pour faire très simple, un ETF, on va simplifier les choses, c'est un fonds. C'est un fonds qu'on peut directement acheter sur des bourses, sur n'importe quel type de bourse d'échange, que ce soit des bourses américaines ou des bourses européennes ou autres, peu importe, qui ont pour objectif de répliquer la performance, donc soit d'un actif, en l'occurrence, on pourrait parler par exemple de l'or, de matières premières, de denrées alimentaires, en général des choses pour lesquelles c'est compliqué de s'exposer. Alors on peut le faire via les contrats futurs, etc. Mais ça peut être tout de suite un peu plus compliqué. Ou alors de l'equity, mais pas de l'equity juste une action, parce que ça ne sert absolument à rien de faire un fonds si c'est juste pour s'exposer à une action. En général, c'est pour avoir un indice, donc un panier d'actions. Ça peut être un indice classique de type S&P 500, ça peut être des choses qui sont un petit peu plus
poussé en termes de gestion, notamment avec des ETF de type Smart Beta, où on va aller chercher des stratégies de type momentum ou autre. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là, même de l'effet de levier. On peut également avoir des ETF qui proposent une exposition sur un indice avec de l'effet de levier. On peut également shorter le marché avec des ETF. Ce n'est pas forcément ce qui est recommandé, pour être honnête. En général, si on veut shorter le marché, ça veut dire qu'on est trader. Et si on est trader, on n'utilise pas d'ETF. Mais bon, voilà, il y a un peu de tout, j'ai envie de dire. Il n'y a pas forcément que du bon, d'accord, il y a aussi beaucoup de merde, il faut le dire. Il y a beaucoup de fonds et d'ETF qui honnêtement sont pas très intéressants, soit parce qu'ils proposent des stratégies qui sont vraiment pas intéressantes, ou alors parce qu'ils coûtent beaucoup trop cher. Il y a aussi une histoire de coût à prendre en compte. Bref, on n'est pas là pour faire un cours sur les ETF. Mais voilà en tout cas un petit peu. Donc ils sont fortement recommandés dans le cadre de la construction d'un portefeuille, notamment un portefeuille financier, et ne présentent quasiment aucun risque, et notamment les versions américaines, n'en déplaisent aux détracteurs qui n'arrêtent pas de dire des conneries sur les ETF, très souvent, parce que quand vous entendez des personnes vous dire « Oh mon Dieu, les ETF, oh mon Dieu, c'est risqué, etc. etc. » Très souvent, ces personnes, ils ont des intérêts. Et en fait, ils ont des intérêts de vous vendre quelque chose qui n'est pas un ETF. Donc soit du stock picking, soit en fait on va vous promettre que le stock picking c'est l'avenir, c'est le moyen le plus sûr pour surperformer le marché, et c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter des ETF, soit c'est carrément pour vous vendre des fonds qui vont vous coûter une fortune pour au final ne pas être capable de faire mieux qu'un ETF. Je ne citerai pas les noms, mais il y a pas mal de personnes qui sont assez connues sur YouTube, des financiers plus ou moins âgés qui disent des conneries par rapport aux ETF parce qu'ils sont tellement biaisés qu'ils ne peuvent pas accepter que en achetant un simple ETF sur le S&P 500, en fait, de simples particuliers peuvent faire mieux qu'eux, alors que eux, ils essayent depuis 10, 15, 20 ans en faisant du stock picking de faire mieux. Voilà. Donc forcément, il peut y avoir une part de frustration, ça peut se comprendre. Maintenant, est-ce que ne pas être réellement objectif par rapport aux ETF est une bonne chose? Je ne pense pas. Donc les ETF ne présentent quasiment aucun risque. Les versions américaines, elles sont un petit peu différentes des versions européennes. Pourquoi? Parce que les versions américaines, elles sont toutes à réplication directe. Ça veut dire que le fonds possède le sous-jacent. Donc si on réplique le S&P 500, eh ben, on possède l'ensemble des actions qui composent le S&P 500. Il y a d'autres types de réplications qui sont indirectes et qui en fait sont très souvent utilisées en Europe pour bypasser les règles, notamment par exemple du PEA. Le PEA, techniquement, c'est un livret qui est réservé aux actions françaises et européennes, mais on retrouve quand même le S&P 500. Pour quelle raison? Parce qu'ils passent par des ETF à réplication indirecte qui vont être composés d'actions européennes, mais qui vont répliquer un indice américain en se couvrant également parfois avec par exemple des options ou des assurances par exemple ou des choses comme ça. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail. En tout cas, voilà, ils vont avoir une couverture pour toujours essayer de répliquer plus ou moins la performance du S&P 500. Est-ce que c'est risqué? Probablement que ça allait un petit peu plus qu'un ETF à réplication directe. Est-ce que c'est énormément risqué? Pas forcément. Voilà. Il peut y avoir du prêt de titre également. Ça revient dans les arguments à chaque fois. Oui, mais ils peuvent prêter les titres. Alors déjà, moi, dans tous les ETF que j'ai, les ETF de type action, aucun prêt des titres. Voilà. Donc que ce soit les ETF de Vanguard, de iShares, donc de BlackRock, de Vanek, etc. etc. Aucun ne fait du prêt de titre. Ça, il suffit de regarder dans les documentations, voir s'ils le font ou pas. En général, c'est rare qu'ils le fassent sur de l'equity. Ils vont plutôt être amenés à le faire sur des ETF de type obligataire. Voilà, j'en ai pas parlé justement, mais on peut aussi, c'est ce que moi en plus je me sers, on peut également s'exposer au marché obligataire via les ETF. Ça évite d'aller acheter nous-mêmes directement les obligations, de faire nous-mêmes le roulement. Ils le font pour nous et en plus c'est optimisé fiscalement. Il y a également pas mal d'intérêt par rapport aux ETF qui est l'optimisation fiscale. Mais bon, je n'entrerai pas forcément dans tous les détails. Encore une fois, on n'est pas sur un cours sur les ETF. Mais en tout cas, voilà, donc il n'y a pas de risque, il faut arrêter les conneries. Quand en général en plus il y a du prêt de titre, il y a
un collatéral qui est demandé en échange et en général, le collatéral, il vaut plus que ce qui a été prêté. Donc, encore une fois, quand une personne, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un et qu'il vous donne en garantie un actif qui vaut plus que ce que vous avez prêté, vous m'expliquez où est le risque. D'accord ? Et quand en plus vous passez par des institutions qui sont assez connues, et ce n'est pas des mecs qui sortent de nulle part, qui ont des bonnes notations, qui sont bien notés, etc., le risque, il est où? Ok, si l'actif que vous acceptez, il est pourri, je veux bien qu'il peut y avoir du risque, mais si l'actif que vous acceptez, il est bon, j'aimerais bien qu'on m'explique où est-ce qu'est le risque. Voilà. Encore une fois, celui qui veut zéro risque, en fait, il n'investit pas. Voilà, tout simplement en fait. Donc vous achetez votre résidence principale, vous achetez vos Napoléon, vos Louis d'or plutôt, pardon, vous achetez vos louis d'or tranquilles, voilà, et vous vivez peinard, c'est sûr que là vous prendrez aucun risque. Mais la vie est faite de risques. Donc oui, il y a toujours un risque, mais il est extrêmement limité. Donc bien évidemment que quand je dis que c'est pas risqué, ça ne veut pas dire que voilà, c'est 100% certain. Non, c'est 99%. Voilà. Parce que sinon, on va me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Donc ça, il faut le bien comprendre. Par contre, petit bémol, là, tout le monde s'excite au niveau des ETF américains, mais je rappelle une chose, les Européens n'y ont pas accès. Donc, et ça, pour le coup, ça ne date pas d'hier. Donc, les ETF américains ne sont pas accessibles aux investisseurs particuliers européens, mais ils le sont pour tous les autres. Ça veut dire les investisseurs pros, les family office, les fonds, les assureurs, toutes ces personnes-là, en fait, ont accès, même s'ils sont en Europe, aux produits américains. Ça va de soi que le petit particulier, lui, sous fond de réglementation européenne, n'y a pas accès, mais c'est pour le protéger. D'accord ? Donc, voilà, ils sont toujours là pour vous protéger. Ne l'oubliez jamais. Voilà. De quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour vous protéger. En l'occurrence, je pense que de toute façon, ils vont bien également créer des ETF en version européenne, très souvent basés en Irlande, pour aller chercher un maximum d'optimisation fiscale, même si là, au niveau du Bitcoin, il n'y a pas réellement d'optimisation fiscale. En général, on va chercher de l'optimisation fiscale sur les distributions de dividendes et notamment avec des ETF qui vont automatiquement réinvestir les dividendes pour vous. Comme ça, vous ne paierez pas de taxes là-dessus. Dans le cadre du Bitcoin, bon, ça ne fait aucune différence pour être honnête. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je dis que grosso modo, les ETF, au final, c'est un game changer. C'est vraiment un nouveau produit qui permet aujourd'hui de s'exposer sur le Bitcoin, un produit qui nous manquait aujourd'hui. Alors, je sais, il y avait déjà quelques ETF, ETP, c'est pareil, on ne va pas non plus commencer à tout expliquer, mais voilà, en tout cas, il existe différentes appellations. Il y a ETF, il y a ETP, il y a ETC. En l'occurrence, là, c'est même pas ça, c'est un trust. D'accord ? Mais grosso modo, c'est plus ou moins la même chose. On ne va pas jouer sur les mots. D'accord ? De toute façon, même l'émetteur lui-même, il le catégorise dans la partie ETF. Ils ne vont pas commencer à s'embêter, à mettre non, en fait, c'est un trust, non, en fait, c'est un ETF, non, en fait, c'est un ETP. Non, c'est bon, on englobe tout, même si oui, il y a une différenciation en fonction du produit et donc du sous-jacent qu'il y aura derrière. Peu importe, d'accord, peu importe. Donc, il y avait déjà des ETF qui existent en Europe, mais qu'on ne se le cache pas, ce n'est pas des gros émetteurs. Tout simplement, ce qui est important, c'est que ce soit les gros émetteurs qui le fassent. Et on verra justement après pourquoi. C'est parce que tout simplement, il y a une grosse part de confiance en ces émetteurs-là, mais j'en parlerai un petit peu après. Donc, aujourd'hui, si on prend un peu de recul, ok, comment est-ce qu'on investit dans le Bitcoin ? Bon, il faut passer par des plateformes d'échange. Donc déjà, des nouvelles plateformes d'échange. Important. On passe par du Coinbase, on passe par du Kraken. Quand vous allez parler à un financier, à des personnes qui gèrent des fonds, qui gèrent des milliards, des assureurs, on va dire à qui vous voulez, dans le secteur de la finance. Vous lui parlez de Coinbase, le mec il vous regarde et ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous lui parlez de Kraken, le mec il se dit mais de quoi est-ce qu'il me parle là ? Et je ne parle même pas d'autres plateformes qui sont encore plus shady, beaucoup moins régulées, auxquelles honnêtement même moi j'ai pas envie d'y mettre de l'argent. Voilà. Donc voilà, là je parle de plateformes parmi les plus réputées. Elles sont totalement inconnues au bataillon. D'accord ? Personne ne les connaît, personne ne s'en sert. Donc ça également il faut s'en prendre, enfin il faut vraiment le comprendre. Il n'y a que les initiés
des personnes comme nous qui allons utiliser ces plateformes-là et qui avons confiance envers ces plateformes-là pour y envoyer de l'argent également, très important. Ensuite, la sécurité. La sécurité des cryptoactifs. Je suis désolé en fait, mais il n'y a rien de pire aujourd'hui que la sécurité. C'est le truc où on n'a pas le droit à l'erreur. Combien vous avez entendu d'histoires de personnes qui se sont fait siphonner leur compte, que ce soit sur des ledgers ou que ce soit carrément sur des plateformes d'échange. Parce que ça arrive en fait. Et quand les fonds quittent les plateformes, parce qu'on peut les envoyer techniquement où on veut, eh ben c'est terminé. On ne peut plus les récupérer. Ça encore une fois, c'est des choses qui n'existent pas dans la finance traditionnelle. En général, un broker, quand vous allez y mettre de l'argent, il va vous dire, déjà il faut que l'argent il provienne d'un compte bancaire qui est au nom de la personne qui a créé le compte. Et quand on renvoie l'argent, il ne renvoie l'argent qu'en fiat et que sur le compte bancaire qui appartient encore une fois à la personne qui détient le compte. Donc déjà en fait, si vous avez un mec qui prend le contrôle de votre compte sur votre broker, il ne pourra pas en faire grand-chose. Voilà. Alors oui, il pourra prendre peut-être des positions et vous faire chier, mais il ne pourra pas sortir les fonds, sauf s'il a également accès à vos comptes bancaires. Bon, là vraiment vous n'êtes pas doué. Mais bon, vous comprenez bien en plus qu'il y a des assurances. On peut en plus retracer des virements, on peut les faire des callbacks, on peut les ramener. Enfin bref, il y a tout un tas de mécanismes aujourd'hui pour rendre quasiment impossible ce genre d'opération. Siphonner un compte de broker, voilà, je ne pense pas que ce soit franchement un truc qui est monnaie courante. Par contre, siphonner un compte sur Coinbase ou sur Kraken, et je ne parle même pas des autres, ça oui. Et j'en ai entendu beaucoup des histoires comme ça, et encore une très récemment, d'une personne qui a perdu plusieurs centaines de milliers de dollars sur Kraken. Voilà. Donc, encore une fois, est-ce que vous croyez vraiment que des personnes qui ont déjà autre chose à penser dans la gestion de leurs fonds, dans les stratégies à mettre en place, dans les actifs à investir, dans la gestion des clients, est-ce que vous pensez qu'ils ont en plus que ça à faire que de gérer la partie sécurité? Non, eux ils ont envie d'avoir leur broker, des produits qu'ils comprennent dans lesquels ils ont confiance pour y mettre de l'argent. Basta, point barre. Ils n'ont même pas envie en fait qu'on leur parle de clés privées, de tout ce que vous voulez, et ils comprennent même pas en fait l'idée de se dire qu'il faut absolument que leur compte sur Coinbase soit en béton avec des systèmes donc de double authentification, de YubiKey, de whitelist d'adresses, etc. etc. Pour tout sécuriser parce que c'est possible sinon de récupérer leurs fonds. Vous comprenez bien que les mecs ils vont vous dire non mais c'est bon, ça oublie en fait, moi je n'y touche pas, moi je veux investir dans un environnement que je maîtrise et que je connais. Voilà. Et donc ça fait vraiment partie des arguments pour lesquels vraiment l'ETF a vraiment son épingle du jeu à tirer. Ceux qui aujourd'hui gèrent plusieurs centaines voire plusieurs millions de dollars et qui passent par des ledgers, vous avez sûrement été comme moi en train de vérifier 15 fois ce que vous faites. Vous passez votre temps à vérifier ce que vous faites. Est-ce que c'est bien la bonne adresse? Est-ce que je ne me trompe pas? Parce que quand on fait un virement à 7 chiffres, je peux vous assurer que le droit à l'erreur, on ne l'a pas en fait. On ne l'a pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'on vérifie 15 fois ce qu'on est en train de faire. Si on a en plus de la sécurité avec des multisignatures, eh bien, il faut être extrêmement prudent dans la conservation des suites de mots de chacune des clés qui permet en fait de faire des signatures parce qu'il suffit d'en perdre une pour X ou Y raison et on perd le contrôle des fonds. Enfin, vous comprenez que honnêtement, la sécurité, certains vont vous dire oui, mais c'est génial, on a le contrôle, etc. Ouais, eh ben, je peux vous assurer que parfois, quand les sommes sont importantes, moi, je me passerai bien de cette partie-là. Voilà. Parce que encore une fois, ça fait des responsabilités supplémentaires. Et à un moment ou à un autre, les responsabilités, on veut se dédouaner. Donc là, je me mets un petit peu, vous voyez, dans la tête de ces personnes-là, en fait, de ces personnes qui gèrent des fonds, qui prennent des décisions. Ils n'ont pas envie de commencer à dire, tiens, je dois carrément recruter une équipe qui va gérer uniquement la sécurité pour un actif qui va composer 1% de mon fonds. Vous comprenez bien en fait que ça n'a pas de sens tout ça. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut être capable de prendre en compte. Autre problème dont je pense que la plupart des gens aujourd'hui, et surtout en Europe, ont connu, vous faites comment pour investir? Vous allez voir tranquillement votre banque et vous lui dites « Faites-moi un virement sur Coinbase ». Ben, dites-moi ce que la banque vous répond. Parce que moi, encore une fois, tout ce qu'on m'a dit jusqu'à présent, c'est que notamment en France, parce que c'est là où je connais le mieux, et ben, ce qu'on me dit, c'est que ben non, les banques ne veulent pas. Ils ne veulent pas en fait. Apparemment, c'est interdit. Carrément, en fait, c'est carrément interdit.
On n'a pas le droit d'envoyer des fonds sur Coinbase, on n'a pas le droit d'envoyer des fonds sur Kraken. Ou en tout cas, on nous fait bien chier et on nous fait bien comprendre que ça va être compliqué. Donc déjà que c'est compliqué pour y envoyer de l'argent, imaginez ce qui va se passer quand vous allez faire des plus-values et que vous allez renvoyer une partie de cet argent de Coinbase sur votre compte bancaire. Mais là, c'est alerte générale. C'est alerte générale, c'est TRACFIN, c'est tout de suite une alerte, votre conseiller vous appelle, il se passe quoi? Voilà, il se passe quoi? Ces fonds, ils viennent d'où? Et tout de suite, voilà, justifie-moi d'où proviennent ces fonds. Voilà. Même si vous êtes passé par la même banque pour envoyer l'argent en premier lieu. Hein. Donc, vous comprenez bien en fait que quand aujourd'hui on parle d'ETF, on parle en fait de passer par des brokers que les banques ne pourront pas bloquer parce qu'elles ne vont pas commencer maintenant à carrément nous interdire d'investir. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Donc, vous pouvez très bien envoyer de l'argent sur DeGiro, sur Interactive Broker. Alors, DeGiro, je ne suis pas sûr qu'ils proposent des produits américains vu que c'est une plateforme pour du retail européen. Mais bon, bref, c'est un exemple. Donc, vous prenez ce que vous voulez, Boursorama ou peu importe. Ils ne vont pas vous poser des questions sur mais est-ce que c'est pour investir dans des actions ou de la crypto? Non. Voilà. Donc, au final, il n'y aura plus de problème. Voilà. Donc, il n'y aura plus de problème. Vous pourrez investir dans le Bitcoin. Vous pourrez tranquillement faire vos plus-values, les retirer sans que personne vienne vous casser les couilles. Et ça, honnêtement, encore une fois, c'est un luxe. C'est vraiment un luxe. Et je sais que ça, c'est vraiment un problème, notamment en Europe. Ce n'est pas forcément le cas partout. Par exemple, en Suisse, on n'a pas ce problème-là. À Maurice non plus. Voilà. Mais en tout cas, en Europe, on aime bien faire chier les gens. Et pour le coup, ça, surtout par rapport aux cryptos, ça, ils sont très très forts pour ça. Voilà, donc pour résumer, ces produits, donc les ETF, augmentent considérablement l'accessibilité au Bitcoin en simplifiant drastiquement les démarches tout en rassurant les investisseurs avec des acteurs sérieux comme BlackRock, Fidelity et autres, Vanek et compagnie. Voilà. Donc vous comprenez bien en fait qu'on se dédouane de toute la partie sécurité. On n'a même pas besoin d'entendre parler d'une plateforme qu'on ne connaît pas le nom. On a un acteur solide qui va se porter garant pour nous. Et en plus, on pourra y envoyer des milliards sans que personne vienne nous faire chier. Donc vous comprenez bien en fait qu'il y a un intérêt par rapport aux ETF et ils sont assez nombreux. Donc ça a du sens maintenant d'imaginer que tout ce qui est fonds, family office, même les gestionnaires de patrimoine, les assureurs vont être capables de recommander à leurs clients une allocation en Bitcoin parce que maintenant ça devient facile pour eux de leur dire c'est simple, tu prends ce produit-là. Voilà, c'est extrêmement simple. Alors qu'auparavant c'était un casse-tête, il fallait lui dire bon ben tu vas sur Coinbase, tu achètes du Bitcoin, tu ne le laisses pas sur Coinbase parce que c'est dangereux, donc il faut le sortir sur un ledger, donc il faut que tu sécurises bien ta clé privée. Non, mais vous imaginez le truc, c'est mort. En fait, le mec, il va vous dire, écoute, moi, je n'ai pas que ça à foutre, donc ton Bitcoin, en gros, tu te le gardes. Moi, je vais tranquillement investir dans des produits qui sont faciles d'accès. Donc, vraiment, il faut comprendre tout ça. Bien évidemment, maintenant, il y a une chose qu'il faut arrêter de dire. Tous ceux qui viennent dire, moi, j'ai du Bitcoin, je suis early. Non, non, non. Vous n'êtes pas du tout en avance sur quoi que ce soit. En fait, vous êtes limite en retard et vous êtes en fait dans le dernier wagon qui allait rentrer dans le train. Voilà. Non, vous n'êtes pas du tout early. En fait, le Bitcoin aujourd'hui, c'est bon, c'est terminé. Alors déjà qu'auparavant, de mon point de vue, c'était déjà terminé, mais là, c'est fini. Là, il est totalement démocratisé. Maintenant, n'importe qui peut en acheter, techniquement, depuis n'importe quelle banque. Normalement, hein, je pense que normalement, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller voir votre banquier et vous lui dites, voilà, je veux acheter cet ETF-là. J'aimerais juste voir la tête du banquier quand il verra marqué Bitcoin. Juste pour voir, hein, bon, moi, je ne ferai pas cet exercice-là, mais ça doit quand même être marrant. Voilà. Alors après, ils peuvent quand même vous refuser. J'ai déjà entendu des histoires, notamment avec Vanguard. Dommage, parce que Vanguard, c'est vraiment un très très bon... C'est vraiment un très très bel émetteur d'ETF, mais pas franchement à mon avis pro-crypto, parce que ça fait partie des rares qui n'ont pas fait d'ETF Bitcoin, mais qui sont vraiment dans les meilleurs ETF en général. Il y a Vanguard et BlackRock. Voilà. Et quand je dis meilleurs, c'est les moins chers, les plus capitalisés en termes d'AUM, etc. etc. Apparemment, ils bloquent.
apparemment il bloque et donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de rager, de clôturer leur compte sur Vanguard pour aller ailleurs, pour aller investir dans les ETF Bitcoin. Donc c'est quand même pas très fair play tout ça, mais on voit qu'il y a encore de la résistance. Voilà, il y a encore de la résistance. Alors c'est marrant parce qu'ils ne vont pas bloquer d'aller investir sur n'importe quelle action à la con, small cap, qui peut s'effondrer demain. Par contre, du Bitcoin, ça on interdit. Bon, ça c'est franchement un peu limite, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, vous voyez qu'il peut encore y avoir un petit peu de résistance. Donc, s'il vous plaît, voilà, vous n'êtes plus early. Le Bitcoin, c'est mainstream, c'est grand public. Ok. Même moi, je ne me considère pas forcément comme une personne qui a investi dans le Bitcoin de manière vraiment en avance sur tout le monde. Moi, j'ai investi en 2014. Il y a des personnes qui étaient bien plus en avance que moi et qui ont investi dès 2011-2012. Ces personnes-là étaient vraiment, de mon point de vue, des précurseurs. Déjà 2014-2015, il commençait à y avoir un petit peu de particuliers qui arrivaient. 2016-2017, c'est terminé. En fait, moi, je pars du principe que 2016-2017, ça a été la première vague mainstream. Voilà. Donc déjà, toute personne qui n'a même pas investi avant 2017-2016, il ne peut même pas prétendre qu'il est early sur quoi que ce soit. De mon point de vue, en tout cas sur les cryptos. Parce que honnêtement, il y a tellement de gens avant lui qui sont passés par là que voilà. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, le Bitcoin, c'est mainstream. Voilà. Donc investir dans le Bitcoin, ça en revient aujourd'hui au même point que d'investir dans Apple ou dans je ne sais quelle action. Et je ne suis pas actionnaire de Apple quand je dis ça. Voilà. Donc voilà. Enfin si je le suis, mais de manière indirecte par les ETF. Et encore, j'en suis même pas certain. Bref. Donc voilà. Maintenant, les ETF, il y a également la conversion du fonds Grayscale en un trust équivalent à un ETF qui permet notamment de ne plus avoir de problème de premium négatif comme ça avait pu être le cas par le passé. Donc j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de volume sur le fonds de Grayscale. À mon avis, c'est surtout des personnes qui sortent. Voilà. Parce que je rappelle que le fonds de Grayscale avait un mécanisme en fait qui était un petit peu contraignant. C'est que si on voulait créer des parts de GBTC, donc des parts de fonds, il fallait déposer des bitcoins, mais ensuite les bitcoins étaient bloqués sur une période de temps. Et en fait, ça rendait compliqué de faire de l'arbitrage. Parce que techniquement, un ETF, comment ça fonctionne, c'est assez simple. C'est on dépose des bitcoins et on crée des parts de fonds. Et ensuite, si on veut récupérer ces bitcoins, on rend les parts de fonds et on nous rend les bitcoins. Et c'est comme ça en fait qu'on fait de l'arbitrage. Alors pour les ETF, je vous rassure, ce n'est pas les particuliers qui peuvent le faire, c'est uniquement des participants autorisés. Donc c'est quelques grandes institutions financières qui peuvent le faire. Voilà. Mais grosso modo, c'est une porte de sortie. Donc je pense que beaucoup de personnes qui devaient être bloquées sur le fonds de Grayscale, ils ont dû sortir avec un premium qui maintenant était devenu à zéro, donc il n'y a plus de premium du tout. Donc forcément, quand on a connu un premium qui est tombé à quasiment moins 50%, je peux vous assurer qu'à mon avis, il y avait beaucoup de personnes qui attendaient que ça pour pouvoir sortir. Donc je pense que ce n'est pas anodin qu'il y a énormément de volume d'échange uniquement sur l'ETF de Grayscale, mais à mon avis, c'est plus des personnes qui se barrent que des personnes qui y rentrent. Voilà. Parce que moi, honnêtement, je veux investir dans un ETF, je vais peut-être sur du VanEck, je vais sûrement sur du iShares, je vais certainement pas sur du Grayscale. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est certain que je n'irai pas là-dedans. Je préfère aller vers des institutions vraiment de renom. Voilà. Donc voilà. Voilà en tout cas un petit peu par rapport à tout ça. Maintenant, on va terminer cette vidéo. On va parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'il y a quand même de belles choses, je pense, pour l'année 2024. Et en quoi est-ce que ça peut vraiment être en tout cas, les ETF peuvent vraiment provoquer un impact. Alors déjà, je rappelle en plus qu'il y a les ETF spot sur l'Ethereum à venir d'ici quelques mois. Normalement, la deadline de mémoire, je crois que c'était mai 2024. Alors, attention quand même, je rappelle que la SEC a approuvé ces ETF-là pour 3 voix contre 2 voix. Donc, ce n'est pas comme si ça n'a pas du tout été unanime. Il y en avait quand même 2 qui ont refusé, 2 sur 3. Et ils ont bien évidemment indiqué, pour calmer un petit peu les ardeurs, en mode commencez pas à nous créer des ETF sur n'importe quel shitcoin, ils ont quand même un petit peu, on va dire, essayé de calmer les choses en disant bon, on a accepté Bitcoin,
mais c'est pratiquement le seul truc qu'on considère comme une commodity et pas un security. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a accepté. Sous-entendu, calmez-vous les gars, commencez pas à nous faire des demandes d'application sur tous les shitcoins que vous avez envie de mettre sur des ETF. Voilà. Donc est-ce que l'Ether est considéré comme un security ou une commodity? Bon, encore une fois, moi je ne suis pas dans la tête des personnes de la SEC. Donc encore une fois, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont classifier cet actif-là. Quand il était Proof of Work, il était au même titre que le BTC, un commodity. Il y a eu pas mal de débats quand il a basculé en Proof of Stake. Maintenant, moi je ne suis pas un expert là-dedans et de toute façon, chacun a son mot à dire là-dedans. Mais mon avis n'a aucun. Enfin, mon avis, en fait, on s'en fout. Mon avis ne fera pas changer ce que la SEC dira. Donc, voilà, je ne m'avance pas là-dessus. C'est possible que ce soit accepté. Maintenant, j'en aurai pas en tout cas la certitude, comme ça a pu être le cas pour l'ETF sur le Bitcoin. Parce que l'ETF sur le Bitcoin, honnêtement, il n'y avait pas réellement de doute sur le fait que ça allait être accepté. Voilà. Alors oui, on pouvait toujours avoir oui, mais, bon, il y avait quand même de très très fortes chances pour que l'ETF soit accepté. La seule chose qu'on ne savait pas, c'était au niveau du timing. Pour l'ETF de l'Ethereum, honnêtement, j'en serais pas aussi sûr, mais pour moi, je suis quand même relativement confiant. Et puis surtout, cette année, on a également le halving. Ne l'oublions pas. Le halving du Bitcoin qui est dans un peu moins d'une centaine de jours. Voilà. Donc, moi, en tout cas, à titre personnel, avec tous ces événements, mon portefeuille n'a pas changé. J'ai même strictement rien fait. En fait, la bonne chose à faire en général, quand il y a des événements comme ça, c'est de ne rien faire. Soit vous vous hedgez, vous vous couvrez en fait de l'incertitude via des options ou des contrats, soit vous faites rien et c'est tout. Ceux qui essayent d'en profiter, en général, vous perdez votre temps. Et en fait, on l'a vu, ça a été juste, encore une fois, un non-événement. Donc, la news est sortie, il ne s'est rien passé, les ETF ont été listés, ça s'est un petit peu excité et boum, c'est retombé. Voilà. Mais est-ce que c'est surprenant? Non, absolument pas. Et justement, je parlerai un petit peu de l'analyse technique du Bitcoin, parce que là, vous voyez le graphique du Bitcoin, mais au final, pour l'instant, j'en parle pas. La raison, c'est que je simplifie encore davantage le travail qu'il y a à faire au niveau du montage des vidéos. Donc maintenant, j'affiche directement mon écran. Il y aura ma tête en un petit peu plus petit et basta. Comme ça, je n'ai pas à m'embêter au niveau du montage, parce que moi, je veux que les vidéos, quand elles sont tournées, je veux que dans l'heure, elles soient en ligne. Voilà, donc je n'ai pas le temps en fait de passer par un monteur ni quoi que ce soit. Bref, on s'en fout. Voilà, en tout cas, moi, j'ai fait aucun changement. La seule chose que j'ai fait au niveau de mon portefeuille, c'est fin décembre, j'ai un petit peu allégé mon portefeuille qui était complètement exposé au marché. Un petit peu, on va dire 20-25%, pour voir un petit peu ce qui se passe avec les ETF et est-ce qu'on a le fameux sell the news qui est un des principaux risques de court terme. C'est que c'est bon, on a spéculé comme des porcs sur le Bitcoin. Maintenant que la news est tombée, ça s'est un petit peu excité, mais vous avez vu que le niveau des 48, là on le voit sur les graphes, le niveau des 48 s'est fait salement rejeter. Est-ce qu'on va avoir maintenant le fameux sell the news? C'est probable. Voilà, c'est probable. Maintenant, on verra. On va parler justement un petit peu maintenant de l'analyse technique au niveau du Bitcoin. Alors, bon, déjà, on est toujours dans une dynamique qui est fortement haussière. Depuis les 25 000 $, là, on le voit, ça monte. Ça ne monte pas de manière parabolique. Ça, c'est quand même important de le préciser. Si c'était le cas, en fait, on serait tout le temps en dehors des bandes. Voilà. Là, on le voit, on n'est pas du tout en dehors des bandes de Bollinger. Donc, on est vraiment sur une hausse qui est mesurée, qui n'est pas si puissante que ça. Mais on reste sur une hausse quand même qui est assez importante. Et on le voit qui est systématiquement soutenue par le MA13, qui est notre petite moyenne mobile ici en blanc. Et ça, vraiment, ça définit la tendance de court terme. Donc là, vous le voyez vraiment, voilà, on reste sur une dynamique qui est relativement haussière, mais ça commence à patiner, ça commence à freiner et il commence à y avoir un petit peu de la volatilité avec pas mal de mèches. Donc attention, on est sur un niveau relativement résistant. La zone des 48 pour l'instant, elle résiste fortement et il commence à y avoir un petit peu de divergence au niveau du RSI. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va forcément baisser. Ça veut juste dire qu'on a quand même besoin de souffler un petit peu. Voilà. Encore une fois, tout ce que je dis n'est pas valable
si en fait on part réellement dans une grosse phase de bull market. Voilà, dans une grosse phase de bull market, vous verrez, il y a tout le temps des divergences baissières, mais qui en réalité ne font que stabiliser un petit peu le prix avant que ça reparte. Et donc c'est pour ça que je vous dis que, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une correction. Voilà. Mais tout va dépendre de si on rentre dans une dynamique qui est fortement haussière, de type vraiment de bull market, ou est-ce qu'on n'y est pas encore. Voilà. Donc si on n'y est pas encore, on va être amené, de mon point de vue, à avoir encore des corrections, où on peut tranquillement revenir chercher. Là, vous voyez sur le graphique dans ma zone ici, donc principalement la zone des 37 000 $. C'est vraiment la première zone de support d'intérêt, et peut-être avec un excès baissier, peut-être venir chercher dans la zone des 35 par là. Mais je doute qu'on aille vraiment beaucoup plus bas. Encore une fois, dans une dynamique qui est fortement haussière, les corrections sont rapides, courtes et pas puissantes. Donc si on commence à avoir une correction qui est longue et qui est puissante, ce n'est pas un bon signe. Voilà. Ça veut dire que la dynamique, elle n'est pas si haussière que ça. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va repartir en bear market, mais ça veut dire que les choses vont devoir prendre un peu plus de temps que ce qu'on aurait pu espérer. Voilà. Donc, grosso modo, la zone des 48, c'est la zone de résistance pour l'instant qui clairement retient le prix. La prochaine zone de résistance sera bien évidemment le chiffre rond des 50 000 $. Mais je ne doute pas que si on casse les 48, les 50 000, on y aille très très vite et qu'on puisse également les casser. Je pense que là, on est vraiment sur le niveau clé maintenant à surveiller. Moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir un petit pullback, un petit sell the news. Maintenant, on verra. Encore une fois, moi, j'ai envie de dire mon avis, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que fera le marché. Donc, si on vient clôturer sous le MA13, ça envoie clairement un signal plutôt baissier, donc qui amène sur une correction un petit peu plus importante que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent depuis le début du mouvement. Ce qui provoquerait donc une petite correction avec peut-être du range sur encore un bon bout de temps, ou alors une correction un petit peu plus puissante. On verra. Voilà, on verra. Encore une fois, pour l'instant, la dynamique, elle est fortement orientée à la hausse. Et le niveau de support ultime à ne surtout pas franchir, c'est la zone des 30 000 $. Voilà. Tant qu'on ne vient pas réintégrer sous les 30 000 $, commencer à venir avec des scénarios baissiers, voire fortement baissiers, n'a aucun sens de mon point de vue. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, c'est orienté à la hausse. Mais on n'est pas encore dans cette phase vraiment de bull market, parce que sinon on aurait des configurations de prix qui seraient un petit peu différentes. Alors je sais que certains ils détestent entendre dire qu'on n'est pas encore en bull market. Moi, ce que je considère une phase de bull market, c'est quand on est vraiment dans une ascension au niveau du prix, qu'on décolle systématiquement des bandes de Bollinger et qu'on est vraiment dans une dynamique qui est fortement acheteuse. Voilà. De mon point de vue, pour l'instant, on ne l'est pas encore. Voilà. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand on va commencer à l'être, la question de vendre va commencer à se poser. De mon point de vue, pour l'instant, on peut alléger. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que alléger en fait sur ces niveaux-là, si on est rentré dans la zone des 25, voire même limite un petit peu plus bas dans la zone des 18 ou des 20, honnêtement, ça a totalement du sens d'alléger un petit peu son portefeuille, se dire il y a probablement un sell the news qui va commencer à se mettre en place. Donc voilà, j'allège un petit peu et on voit un petit peu ce qui se passe. Ça a totalement du sens, bien évidemment. Mais quand je parle de vente sur un marché qui est vraiment en train de pousser fortement, c'est vraiment pour se prémunir d'un top de marché et d'un bear market à venir. Là, pour l'instant, c'est absolument pas ce dont je parle. Je parle juste de faire un petit peu de gestion active, parce que vendre sur une résistance n'est jamais une mauvaise idée en soi. Voilà. Après, attention non plus à pas trop vendre et à pas se faire avoir par le marché, parce que si ça retrace pas fortement, et pour l'instant honnêtement on reste dans une dynamique qui est fortement haussière sans réel retracement, et ben on peut se retrouver aussi un peu trop allégé avec un prix qui continue à monter, et ce qui peut également être assez désagréable. Voilà. Donc voilà un petit peu en tout cas par rapport au Bitcoin. Là je vous mets rapidement la dominance du Bitcoin qui reste pour l'instant fortement haussière. Donc encore une fois, ceux qui me parlent de all season, moi je suis désolé en fait, mais la all season je la vois pas. Oui, il y a eu quelques phases haussières de manière concentrée sur quelques alts, en l'occurrence sur du Sol, du Injective, sur du SEI, sur du Celestia, etc., etc. Mais c'est quelques crypto-monnaies. C'est vraiment quelques crypto-monnaies. Je pense que dans les grosses capitalisations,
il y en a à peu près 10, même pas. Mais sur 100 cryptos, c'est pas parce qu'il y en a 10 qui sont en dynamique haussière qu'on peut considérer qu'on est en all season. Normalement, on est en all season quand la dominance du Bitcoin, elle baisse. Est-ce qu'on est dans une structure baissière par rapport à la dominance du Bitcoin? La réponse est non. Est-ce qu'on est maintenant sur un top? Peut-être. En tout cas, on voit que ça commence à fatiguer dans la zone des 54, que pour l'instant, on s'est fait rejeter 3 fois sur le niveau des 54%. Donc oui, peut-être que tout le narratif ETF Bitcoin qui a justement poussé à la hausse cette dominance maintenant va s'inverser. Ça, c'est totalement probable et on a justement vu, je ferai une vidéo par rapport à l'Ether, parce que là, j'ai pas le temps, mais je ferai une vidéo par rapport à l'Ether parce que justement, on a un très très beau signal sur l'Ether, chose qu'on n'a pas sur le Bitcoin. Donc les choses peuvent peut-être aller dans le bon sens par rapport aux alts, mais en tout cas, pour l'instant, ça manque encore un petit peu de confirmation pour commencer à vraiment parler de alt season. Voilà, en tout cas, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, peut-être que l'Ether va commencer à lui aussi partir sur une accélération haussière qui sera peut-être suivie par la suite par les alts. On verra. Et voilà, encore une fois, pour l'instant, n'essayez pas en fait de toujours vouloir anticiper 2, 3, 4 coups à l'avance. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, le timing, on ne le maîtrise pas. Donc, agissez en conséquence. Peut-être que là, la dominance du Bitcoin va commencer à baisser. Peut-être que c'est l'Ether qui va commencer à prendre le relais. On a un début de rebond de l'Ether versus BTC, mais qui mérite encore un petit peu de confirmation. Mais encore une fois, n'essayez pas d'anticiper. C'est, je pense, la pire des choses. Voilà. Donc, voilà un petit peu par rapport à tout ça. Donc, le Sell the News est un événement qui est totalement cohérent et normal en réalité, parce que quand vous spéculez de manière importante sur un événement et que l'événement se produit, mais il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, après, c'est la retombée. C'est forcément la retombée. Donc, il y a eu l'excitation du premier jour. On va voir maintenant comment est-ce que les volumes d'échange sur les ETF évoluent. Je crois qu'il y a eu à peu près 4 milliards de volumes d'échange hier, ce qui est beaucoup et à la fois pas tant que ça. Il faut quand même relativiser par rapport au volume d'échange qu'on a sur les plateformes crypto. Alors après, plateforme crypto, il y a du faux et du vrai volume, donc il faut toujours un petit peu mesurer ça. Mais ce qui compte, c'est de voir les jours suivants. Parce que, ok, le premier jour, ça s'excite, etc., etc. Très bien. Maintenant, on va voir les jours suivants si le volume il s'effondre ou pas. Voilà. Et ça va déjà en dire un petit peu long. Parce que si le volume s'effondre, et ben en fait, vous verrez qu'en termes de prix, ça devrait également baisser parce que ça va être un petit peu la douche froide. Les gens en fait se sont dit mais je pensais que quand il y aurait l'ETF le prix allait exploser. Oui mais en fait non, le prix a déjà bien monté et donc c'est totalement cohérent en fait d'avoir un sell the news. En fait c'est psychologique encore une fois. Alors maintenant, comme j'ai pu le dire, on peut l'avoir, comme on peut avoir une stabilisation du Bitcoin, ne pas aller forcément très très bas, stabiliser durant plusieurs mois et après repartir sur une vague haussière sans avoir encore offert d'opportunités pour aller en acheter plus bas. Bien évidemment que ça reste encore totalement probable, c'est ce que le Bitcoin nous a fait sur toute l'année 2023. On serait sur une phase vraiment de hausse parabolique, je dirais pas ça. Je dirais on aura une correction, c'est certain, on va se prendre moins 20 ou moins 30% et ça va arriver très très vite et très très fort. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment pas le cas. On a eu une hausse sur le BTC, vraiment on le voit, assez mesurée. Encore une fois, oui, il a bien performé en 2023, mais ça s'est fait de manière extrêmement lente. Donc vous comprenez bien que, voilà, pour le coup, la correction, oui, la grosse correction, j'y crois pas. Donc maintenant, on verra un petit peu ce que le Bitcoin va nous faire. Je voulais juste terminer avec deux petits rapports qui étaient intéressants. Premier rapport de Bitwise, donc qui est un des émetteurs crypto qui a déjà émis justement donc des ETF crypto, qui a fait un sondage auprès de conseillers financiers par rapport à la crypto. Alors, ce qui était plutôt surprenant, c'est que ce qu'il disait, c'est que en gros, 39% des conseillers financiers pensent qu'un ETF sera approuvé en 2024. Alors, je trouve ça extrêmement faible. Après, ce sont des conseillers financiers, pas forcément du tout experts en crypto. Donc, ça peut également se comprendre là-dessus. Est-ce que moi, j'ai un biais haussier par rapport aux cryptos, parce que moi j'étais quasiment persuadé que l'ETF allait être accepté et que la question n'était pas de savoir s'il allait être accepté, mais quand. Donc peut-être que moi j'ai un biais
mais je pense que c'est même fort probable. Maintenant, je trouve quand même qu'au 39%, c'est quand même vraiment très léger, sachant quand même que je pars du principe que voilà, si BlackRock et compagnie, ils y vont, ils y mettent autant de moyens, d'énergie et de temps, c'est pas pour se prendre un refus de la SEC, quoi. Donc voilà, mais après, encore une fois, voilà, je ne juge pas parce que ça se trouve, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout dans ce milieu. Donc ils peuvent bien évidemment, ils peuvent clairement tous penser que de manière, en tout cas de manière majoritaire, les ETF ne seraient pas approuvés. La majorité par contre pense que ce sera un catalyseur majeur. Ça par contre, ça c'est assez intéressant. L'accès aux cryptos par contre est limité. Vous voyez que seuls 19% de ces conseillers sont capables d'en acheter. Ça en revient avec ce que je vous disais. C'est totalement normal. Par contre, là, ce chiffre ne me surprend, mais alors absolument pas. Et commencez pas à dire, mais ils sont nuls, etc., etc. Non, ils sont pas nuls. Ils sont juste, en tout cas, bon, certains sont sûrement nuls dans leur domaine, bien évidemment, mais d'autres sont probablement très très bons également. Et c'est pas pour autant que les mecs sont forcément experts en crypto. Et encore une fois, c'est pas leur boulot. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de dire « Ok, je prends un ETF, je n'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. » Et commencez pas à me dire « Oui, mais l'ETF, il coûte cher, etc. » C'est complètement faux. Les prix aujourd'hui qui ont été appliqués sur les ETF font partie des plus bas. C'est-à-dire que même quand vous vous exposez à un indice de type S&P 500 sur un ETF européen, vous payez en général le même prix, voire plus cher. Donc là, honnêtement, non, les prix ne sont pas élevés. Je vous rappelle que quand vous achetez du Bitcoin sur Kraken ou Coinbase, vous payez en moyenne 0,2 voire 0,3% de frais. Donc là, sur un broker, je rappelle que quand vous achetez un ETF, c'est quelques centimes, hein. Moi, à chaque fois que j'achète des ETF sur Interactive Broker, je crois que de mémoire, ça me coûte 30 centimes. Et c'est un prix fixe, ce n'est pas un prix variable. Donc non, en fait, sur les brokers crypto, vous payez cher. Ça, vous vous en rendez pas forcément compte, mais vous payez cher en fait. Donc, au final, non, c'est pas si cher que ça en termes de frais. Alors oui, c'est sûr que si vous le gardez 10 ans, ça vous coûtera moins cher de mettre du Bitcoin sur un ledger, mais encore une fois, c'est le prix de la sécurité. Voilà. Donc, honnêtement, je trouve que le prix de la sécurité à 0,2 ou 0,3% par an, il n'est pas si cher payé. Voilà. L'objectif, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent que l'objectif, c'est la conservation à long terme. Alors, ce qui n'est pas... En réalité, c'est surprenant que ça pour des conseillers financiers. Eux, ils sont là pour conseiller dans la construction d'un portefeuille. Ce n'est pas pour que chaque matin, ils leur disent il faut acheter ou il faut vendre. En général, c'est pour du long terme. Donc, ce n'est pas non plus si surprenant que ça. Et ensuite, 88% des conseillers reçoivent des questions de leurs clients par rapport au Bitcoin. Et encore, ce sondage-là, il date de octobre à décembre 2023. Donc ça veut dire avant que les ETF sont acceptés. Donc ça se trouve, la demande va encore plus augmenter. Voilà. Donc qu'est-ce que nous dit maintenant cet autre rapport? Ah ben non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Bon ben mince. En gros, c'était un rapport de Standard Chartered qui nous faisait un petit peu des projections et qui nous indiquait grosso modo, que eux, ils prévoyaient un Bitcoin à 100 000 $ d'ici la fin de l'année 2024, ce que j'ai trouvé pas déconnant. Alors parfois, on entend des trucs un petit peu farfelus, hein, du style Bitcoin à 1 million ou à 1,5 million de dollars d'ici à 2030. Bon, ce genre de prédiction en fait ne sert à rien, encore une fois, et c'est pas comme si en 2030 on allait déterrer ce qu'elle a dit aujourd'hui pour lui dire ah mais regarde, t'as dit que des conneries. Voilà. Par contre, c'est certain que si pour X ou Y raison en 2030 le Bitcoin est à 1 million, alors là par contre, le dieu, il savait, il a réussi à prédire le prix du Bitcoin en 2030, alors qu'en fait c'est juste un chiffre sorti du chapeau. Moi je peux vous dire la même connerie, un Bitcoin à 2 millions de $ en 2030, et c'est pas pour autant que je suis un devin ou particulièrement doué pour prédire en fait des choses. Non, absolument pas, c'est juste la chance. Voilà. Donc, ce n'est pas en tout cas déconnant. Et par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'ils nous indiquaient que eux, ce qu'ils prévoyaient, c'était un investissement via les ETF entre 50 et 100 milliards de dollars. Donc, ce qui n'est pas non plus déconnant. On n'est pas sur des sommes qui sont stratosphériques. Donc, c'est plutôt, je trouve, une analyse qui est relativement, on va dire, objective. Et il se base notamment sur ce qui s'est passé avec les ETP sur l'or. Donc encore une fois, ETP, ETF, c'est pareil. Où justement, quand il y a eu, donc c'était en novembre 2004,
quand il y a eu donc les ETP qui sont sortis, ensuite l'or est parti sur une dynamique haussière où il a quand même été capable de multiplier par 4 sa valeur sur les 7 années qui ont suivi. Donc voilà, il se base un petit peu là-dessus. C'est probable. Encore une fois, ça ne reste qu'un scénario. Toujours partir du principe que ces personnes-là ne font que des scénarios. Ils ne sont pas devins. Ils peuvent se tromper et même très souvent, ils se trompent la plupart du temps, sauf que ces rapports finissent à la poubelle et on n'en parle plus. Et on ne parle que de ceux où ils ont eu raison. Voilà. Donc, encore une fois, c'est toujours comme ça que ça marche, mais ce n'est pas pour autant que c'est vrai. Voilà. Donc, ça reste que des scénarios, mais en tout cas, celui-là, il me semblait intéressant de le partager parce qu'il me semblait quand même plus ou moins legit. Bon, après, ils prédisent un Bitcoin à 200 000 $ d'ici 2025. Bon, on verra. Honnêtement, on verra. En fait, on verra comment sera la hausse du Bitcoin. Voilà, encore une fois. Si ça part sur une grosse hausse en 2024, je doute qu'on puisse tenir jusqu'en 2025. Maintenant, on verra. Ça se trouve, le Bitcoin va avoir des comportements qui sont encore une fois différents de ce qu'on a eu par le passé, ce qui est totalement probable pour être honnête. Et donc, ça se trouve, on aura une hausse qui va continuer comme ça, tranquillement, mais sûrement, sans avoir peut-être de gros retracements. C'est possible. Voilà, tout est possible encore une fois. Et c'est pour ça que il faut être ouvert à l'ensemble des scénarios et systématiquement être capable d'agir en conséquence. Voilà. Allez, moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end également. C'est bientôt en tout cas le week-end. Et on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.